La mémoire collective d'une communauté, en l'occurrence aujourd'hui la communauté scientifique. Et on se trouve ici dans le square Planchon, au pied d'un buste et d'un monument qui a été fait à la gloire de Planchon pour rappeler cet épisode assez dramatique d'ailleurs, la crise du phylloxéra au 19e siècle. Alors en fait, on va partir de 1830. 1830, c'est la prise d'Alger. Dans mes dernières lectures, j'ai appris qu'on avait fait une grande corrida à Arles pour célébrer la prise d'Alger. Donc apparemment, les gens étaient contents. Et puis, il y a des Montpelliérains, des hommes d'affaires de Montpellier qui se sont dit « Bon, mais si on commence la colonisation de l'Algérie, c'est un bon coup pour nous, puisque finalement, il suffit de traverser la mer pour être à Alger et faire du commerce. Donc ça serait pas mal si on faisait une ligne de chemin de fer entre Montpellier et Sète, Sète étant le débouché normal débouché maritime normal de Montpellier. Et donc ils ont monté leur projet, 27 km de ligne, très peu d'ouvrages d'art, ça semblait bien marcher, mais malheureusement ils ne sont pas arrivés à réunir les 2 millions de francs qu'il fallait pour faire la ligne. Donc leur société a été rachetée par des banquiers parisiens, ce qui a un peu vexé les Montpelliérains bien sûr, qui se sont alliés à des techniciens anglais et qui ont monté cette ligne qui a été inaugurée en juin 1939. Donc 27 km, 2 heures de train alors qu'il fallait une demi-journée avant pour aller de Montpellier à Sète, et ça a bien marché. Et alors la gare était au bout d'une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue d'Alger, parce que pour donner accès facile à cette gare de Sète, eh bien il a fallu creuser une route, ouvrir une rue qui allait de la Babotte à cette gare qu'on a appelée, c'est normal, la rue d'Alger, puisque en prenant le train pour Sète, on prenait ensuite le bateau pour Alger. Et c'est comme ça que plus tard, en 1844, quand on a fait cette gare-là, tout au moins la façade historique avec les 8 colonnes doriques que vous voyez encore, eh ben c'est le PLM Paris-Lyon-Marseille de M. Talabot qui a acheté cette ligne. Et alors, pour rallier la ligne Nîmes-Montpellier, il a fallu faire 2 ponts qui enjambent la voie. Il y avait le pont de Latte qui mène à Latte, et puis le pont de Sète qui mène à Palavas. C'est tout bête, hein, le pont de Sète qui mène à Palavas. En fait, le pont de Sète s'appelle pont de Sète parce qu'il était à côté de la gare de Sète. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, je me disais, c'est bizarre, ce pont de Sète qui mène à Palavas, quand même, c'est pas très logique. Voilà, c'est pour ça que... Donc vous voyez, le système est campé. Et puis en 1858, le maire de Montpellier, le grand maire du 19e siècle, qui s'appelait Jules Pagési, d'ailleurs la rue qui passe derrière s'appelle la rue Pagési, eh bien ce grand maire a acheté ce terrain, 100 000 francs quand même, c'était cher pour l'époque. Il a fait faire un charmant parc par les frères Buller, qui étaient de grands paysagistes de l'époque, en se disant il faut que quand les gens débarquent de la gare, ils aient une bonne idée de Montpellier, donc qu'il y ait un joli petit parc qui les accueille. Voilà. Donc ce parc, il a été inauguré assez rapidement après son achat, après l'achat du terrain en 1858. Et on a ouvert en 1862 la rue Maguelone qui rejoignait la place de la Comédie, et puis la rue Saint-Roch qui s'appellera après rue de la République, qui nous amène au quartier de la Sonnerie à la tour de la Babotte. Mais imaginez-vous qu'au début du 19e siècle, c'était la campagne, hein, ici. C'était vraiment la campagne. Voilà. Alors vous allez dire, mais il a dû se tromper de sujet, finalement, il nous parle du chemin de fer, et puis finalement, il ne nous parle pas de la vigne. Mais si, je vais vous parler de la vigne. Figurez-vous qu'au début du 19e siècle, le vignoble de la région parisienne produisait plus de vin que le département de l'Hérault. Et puis, si vous prenez en 1868, le département de l'Hérault produit 1 million d'hectolitres. 12 ans plus tard, le département de l'Hérault produit 15 millions d'hectolitres. En 12 ans, multiplié par 15. Et à la fin du 19e siècle, il n'y a plus de vignes dans la région parisienne, par les quelques pieds de vignes de Montmartre, bien sûr. Il n'y a plus de vignes dans la région parisienne, alors que notre région est tombée précisément dans la monoculture de la vigne. C'est grâce au chemin de fer. Le chemin de fer a ouvert tous les marchés du nord et de l'est de la France. Et résultat, le vin se vendant très bien, eh bien, notre pays est tombé dans la monoculture. Alors qu'il n'y avait qu'un tiers de vignes, maintenant on en est à
presque 100% de vignes dans le Languedoc. Alors qui dit monoculture dit que s'il y a une maladie de la vigne, eh ben, on est mal sur le plan de l'économie. Et c'est ce qui est arrivé déjà en 1850 avec l'oïdium. Alors l'oïdium, c'est un petit champignon qui flétrit les feuilles. Et heureusement, il y avait un monsieur qui s'appelait Marès, qui avait des vignes à Lonac, à côté de Fabrègues. Il avait lu dans ses histoires qu'un bonhomme avec du soufre arrivait à éloigner les limaces qui bouffaient ses plantations. Et il s'est dit, tiens, on va essayer le soufre. Alors il a essayé le soufre pulvérulent et ça a très bien marché contre l'oïdium. Alors comment ça marche? Bien évidemment, comme je suis chimiste, je ne vais pas résister au plaisir de vous expliquer que le soufre pulvérulent balancé dans les vignes, sous l'effet du soleil et de l'oxygène de l'air, ça donne de l'anhydride sulfureux, SO2, qui est un excellent fongicide. Et c'est comme ça qu'on a réussi à juguler l'oïdium. Certains d'entre vous, ça rappelle peut-être les allumettes soufrées. Hein, vous vous rappelez, quand on l'amenait près de son nez, c'était terrible. C'est du SO2. Voilà. Et le SO2, d'ailleurs, ça donne des sulfites quelquefois. Souvent, vous avez sur les bouteilles de vin, il y a écrit contiennent du sulfite. Donc on s'en sert aussi pour stériliser les cuves à vin, etc. Voilà. Bon. Donc, on arrive à surmonter la crise de l'oïdium. Et puis alors, dans le milieu des années 1860, il y a une nouvelle maladie qui apparaît, les feuilles sèches. En 2 ans, une souche est complètement morte, foutue. Les feuilles sèches et on n'arrive pas à trouver ce que c'est. Alors on fait des commissions qui examinent, etc. On ne trouve rien, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais au début, c'était quelques souches, puis après, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares. Et c'est parti dans la vallée du Rhône, hein, le Gard rhodanien, essentiellement. Alors la société agricole du Vaucluse se dit, mais à Montpellier, il y avait un type qui avait trouvé la solution pour l'oïdium. Peut-être qu'il va trouver la solution pour cette nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Donc on contacte la Société Générale d'Agriculture de l'Hérault, qui a son siège juste à côté, dans la rue Maguelone, et dont le président est un certain Gaston Basile. Alors, Gaston Basile, on l'a oublié, mais on connaît surtout son fils, Frédéric Basile, qui est peintre. Hein. Et alors Gaston Basile, qui est un ancien avocat, qui a des propriétés à Montpellier, à Saint-Sauveur, à Latte, à Montpellier, à Méric, etc. Donc Gaston Basile, en juillet 1868, fait un discours vibrant en disant « Si nous n'arrivons pas à juguler ce fléau, eh bien c'est un immense drame mortuaire qui va s'étendre sur tout le Languedoc. » Et hélas, il avait raison. Il avait raison. Et donc on décide de constituer une délégation qui va aller à Saint-Rémy-de-Provence, chez M. de Lagois, dans son château, pour examiner une vigne qui est malade. Parce que d'autres l'avaient fait avant, ils n'avaient rien trouvé, mais là... Alors dans la délégation, il va y avoir Gaston Basile, le président, c'est normal. On va y mettre M. Félix Sahu, qui est un horticulteur particulièrement expérimenté. Et puis, on va prendre un prof de botanique de la Fac des Sciences, qui s'appelle Jules-Émile Planchon. Voilà. Et voilà nos 3 bons hommes qui partent de la gare, là, le 15 juillet 1868, qui mettent la matinée pour rejoindre Saint-Rémy-de-Provence, qui font un bon repas dans le château de M. de Lagois, et ensuite, après le repas, eh ben, on va voir une vigne qui est malade, on demande à un ouvrier de déterrer une vigne, on voit bien sûr des traces jaunes sur les racines. On se demande ce que c'est, et puis avec les loupes, parce que le botaniste, il est venu avec ses boîtes, ses loupes, etc. C'est un universitaire, c'est un chercheur. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, on a un petit puceron, puis 2, et puis ces traces jaunes, ce sont des milliers de pucerons. Alors Gaston Basile dit, ça y est, nous le tenons, et nous allons lui tordre le cou. Enfin, il dit ça dans un langage un peu plus diplomatique et poétique que le mien. Voilà. Et donc, il fait un rapport et finalement, nos 3 hommes sont les co-découvreurs du phylloxéra. Ils disent que c'est ce puceron qui est à l'origine, si vous voulez, de la destruction du vignoble. Alors à Paris, ils rigolent.
À Paris, ces Montpelliérains, ils sont complètement timbrés. Comment voulez-vous qu'un petit puceron soit à l'origine de centaines d'hectares de vignes qui périssent? C'est pas possible. Ouais, mais lui, c'est un scientifique. Alors il va cultiver des pieds de vigne dans des pots et il va s'apercevoir que quand il y a le puceron, les pieds de vigne périclitent, et quand il attaque les pucerons, soit en noyant le pot de terre, hein, parce qu'il cultive ça dans des pots de terre, soit en mettant un produit chimique pour les tuer, le pied de vigne repart. Donc c'est bien, il prouve que c'est bien le phylloxéra, on l'appelle comme ça. Alors phylloxéra, ça veut dire phylum, feuille, et xéros, sèche en grec, hein, voilà. Alors phylloxéra, ça veut dire phylum, feuille, et xéros, sèche en grec, hein, voilà. Et donc c'est bien ce petit insecte qui est à l'origine. Alors bon, il se trouve que Planchon, il est botaniste, hein, il n'est pas spécialiste des insectes, mais il a un beau-frère qui s'appelle Jules Lichtenstein, qui est un spécialiste, et il commence à étudier un peu tous cette petite bête qui va être étudiée en fait par tous les spécialistes d'insectes dans le monde entier. Et on s'aperçoit que c'est une bête qui a une biologie très très complexe. Il y en a qui sont sexués, d'autres qui sont asexués, d'autres qui sont dans la terre, d'autres qui volent et qui peuvent se déplacer. Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors on fait quelques constatations. On s'aperçoit par exemple que si on inonde des vignes pendant 40 jours en hiver, eh bien on va noyer le puceron et la vigne sera sauvée. On s'aperçoit aussi en 1875 que les vignes qui sont autour d'Aigues Mortes, dans le sable, ne sont pas impactées. Parce que le puceron dans la terre, le sable, c'est quelque chose qui est trop compact. Il n'arrive pas à faire des galeries. Donc, et c'est l'origine des vins de sable, notamment de l'Istel. Ça date de cette époque, vous voyez. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a un congrès qui va se tenir à Beaune, au-dessus de Dijon. Et là, à ce congrès de Beaune, il y a un viticulteur, enfin un pépiniériste de Floirac, à côté de Bordeaux, qui dit « Ouais, mais moi, c'est curieux, dans ma pépinière, tout ce qui est vigne française, ça crève, mais tout ce qui est vigne américaine, ça subsiste. » Ah, on se dit, tiens, donc la vigne américaine résiste à ça. Tiens, c'est intéressant. Alors on se dit, on va cultiver la vigne américaine. Elle donne un vin dégueulasse. Les œnologues disent que c'est un vin foxé. Alors foxé, ça veut dire qu'il a le goût d'urine de renard. Alors excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté de l'urine de renard, mais enfin les œnologues appellent ça du vin foxé. Voilà. Alors on se dit, ben, on va faire peut-être des hybrides entre les pieds américains et les pieds français. Ça ne marche pas. Alors finalement, on est obligé au bout de quelques années de se dire, ben, finalement, on va essayer autre chose, puisque la vigne américaine résiste au phylloxéra. On va planter la vigne américaine et on va greffer dessus de la vigne française. Il ne faut pas oublier que la vigne américaine, c'est une vigne sauvage, encore, hein, et que la vigne française, elle est issue de 2000 ans de sélection. Hein. Alors quand les gens gueulent contre les OGM, bon, ça revient à faire un peu du trafic un peu d'OGM, vous comprenez? Voilà. Donc 2000 ans de sélection, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner le vin de la vigne américaine? Est-ce que ça va donner le vin de la vigne française? Est-ce que ça va donner... Bon. Et le premier qui va essayer la chose, eh c'est Gaston Basile dans sa propriété de Latte, justement. Il va greffer toute une vigne comme ça. Et alors, surprise, eh ça donne le bon raisin, ça donne le raisin de la vigne française et de façon très productive. Par contre, les nouvelles souches qu'on obtient sont très... attrape un peu toutes les maladies qui passent. Donc on est obligé de traiter presque en permanence. Et à partir de ce moment-là, la viticulture va être une science un peu davantage scientifique. Il va falloir surveiller davantage la vigne. Mais enfin, bon, on trouve la solution, mais enfin, c'est pas tout. Ça veut dire que maintenant, il faut replanter tout le vignoble. Il faut arracher. Alors imaginez, 1 hectare, c'est 4000 pieds de vigne. Quand vous avez des milliers et des milliers d'hectares, c'est 8 millions de pieds de vigne qu'il faudrait. Bon, alors, là, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est que les pépiniéristes, au début, ça coûte cher de faire venir des pieds de vigne américains. Donc, les pépiniéristes vont commencer à planter des pieds de vigne, et puis ils vont les vendre, quelquefois à prix d'or.
quelquefois de façon très malhonnête, parce que quand vous achetez un sarment, on vous dit c'est un pied de vigne américain, allez le savoir, hein, vous en apercevez que quelques temps après. Bon, donc il y a eu toutes sortes de trafics, toutes sortes d'influences, de gens qui vont aller voir le ministre, le préfet, pour avoir les pieds de vigne dont ils ont besoin, etc. Voilà, donc on trouve la solution. Alors vous allez me dire, maintenant, on aimerait avoir l'explication de cette histoire. Ah. Alors premièrement, pourquoi les pieds de vigne américains résistent au phylloxéra? Eh bien, en Amérique, il y a un équilibre qui s'est établi entre le pied de vigne et le phylloxéra. Pourquoi? Parce que les racines du pied de vigne américain ont une écorce très épaisse. Et le puceron, il a beaucoup de peine à percer cette écorce. Donc, il se nourrit, mais modérément. Donc, le pied de vigne arrive à vivre. Par contre, le phylloxéra, face à un pied de vigne français, d'origine française, la racine a une petite écorce de rien du tout. Donc, le phylloxéra, il se régale, il pique de partout, il se nourrit, il se multiplie, et résultat, il pompe tellement de sève que ça fait mourir le cep de vigne. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, vous êtes bien gentil, mais alors comment ce phylloxéra est arrivé? Ah, et voilà. Eh bien, figurez-vous qu'un certain nombre de pépiniéristes dans la région de Roquemaure et Pugeot, la vallée du Rhône, et à Floirac, à côté de Bordeaux, ont fait venir des pieds de vigne américains parce qu'ils voulaient voir si ces pieds de vigne résistaient à l'oïdium. Et en même temps, eh bien, ils ont amené la petite bête. Et la petite bête, une fois qu'elle est dans la terre, vous ne pouvez pas la retirer. Oh, je sais, on a soumis le problème du phylloxéra à des tas de chimistes, notamment le fameux Jean-Baptiste Dumas, originaire d'Alès. Alors vous ne savez pas ce qu'il préconisait, ça ferait hurler les écolos, en fait tout le monde. Lui, il préconisait d'avoir des grandes seringues métalliques dans lesquelles on mettait du sulfure de carbone, on piquait au pied du pied de vigne et on injectait quelques litres de sulfure de carbone. Alors effectivement, on faisait mourir le puceron dans un petit rayon. Mais vous ne pouvez pas traiter des milliers et des milliers de mètres cubes de terre, c'est pas possible. Donc on a traité, je crois, quelque chose comme 30 000 hectares, comme ça. Enfin, c'est ahurissant. Bon. On n'était pas écolo comme on l'est aujourd'hui à l'époque. Enfin, quand vous y pensez, c'est assez surprenant. Voilà. Donc, vous avez l'explication de l'arrivée du phylloxéra en France par les pépiniéristes qui ont fait venir des pieds de vigne américains et du fait que le phylloxéra s'est régalé de piquer les racines des souches de la vigne française au point de les faire mourir. Et on a trouvé la solution. On plante de la vigne américaine et on greffe dessus la vigne française. Ce qui fait que pratiquement vers 1885, un tiers du vignoble était greffé. Et à la fin du siècle, on avait déjà de la surproduction, ce qui a abouti à la crise de 1907. Alors ce qui est amusant, c'est que à retardement, on a des explications. Au XVIe siècle, vous avez des colons européens qui sont partis en Amérique. Et ils ont voulu planter de la vigne. Et ça prenait jamais. Et on disait, mais ces colons, ils sont pas foutus de cultiver la vigne. Et ouais, mais les pieds de vigne qu'ils amenaient en Amérique, ils se faisaient bouffer par le phylloxéra qui était présent dans la terre. Voilà. Alors le phylloxéra, maintenant, il a fait le tour du monde. Il n'y a que Chypre et la Chine qui n'ont pas le phylloxéra. La petite bête, elle est dans la terre, et une fois qu'elle est dans la terre, on ne peut plus l'enlever, il faut faire avec. Voilà. Voilà l'histoire du phylloxéra. Alors il se trouve que dans cette lutte pour le phylloxéra, il faut souligner que c'est essentiellement les Montpelliérains qui ont trouvé la solution. Ils n'ont reçu aucune aide, ni du gouvernement, ni de Paris, etc. Enfin, le gouvernement avait dit on donnera 300 000 francs à celui qui trouvera la solution. Alors il y a eu des tas de solutions. Il y a des gens qui proposaient de faire du tambour pour effraier le puceron. Vous voyez un peu le genre de solution qu'on a proposé. Donc ça n'a pas marché, et même ce qu'avait proposé Jean-Baptiste Dumas avec son sulfure de carbone, ça ne marchait pas. Donc c'est une équipe de Montpelliérains. Il se trouve que dans cette équipe, celui qui a été un peu le leader, eh ben, c'est justement Jules-Émile Planchon. Alors du coup, en 1894, il y a eu une souscription des viticulteurs qui, reconnaissant
ont demandé que l'on dresse dans ce square un buste pour la gloire de M. Jules-Émile Planchon. Donc le monument a été fait par Auguste Bossan, qui avait son atelier Quai de Sauvage, là, qui était un prof de dessin des Beaux-Arts. Et Auguste Bossan a proposé donc ce monument. Il y a un viticulteur qui tend une grappe en signe de reconnaissance à Planchon. Et comme Auguste Bossan connaissait bien la famille Basile, qu'il avait eu Frédéric Basile comme élève, il était prof aux Beaux-Arts, eh bien, il paraît qu'il a utilisé les traits de Frédéric Basile pour le vigneron qui tend une grappe à Planchon.